Bonjour à tous et bienvenue sur 11e art, une quotidienne pour marquer le début de ces quarts de finale et peut-être le début de cette compétition tout court d'ailleurs. Petit rappel avant de se plonger dedans, mais on est toujours à la Cité Fertile tous les soirs de match. Le lieu est dingue, l'ambiance hyper sympa avec diffusion des matchs sur écran géant, donc n'hésitez pas à vous joindre à nous. Gros programme aujourd'hui, Flo, avec Espagne-Allemagne qui peut ressembler à une finale avant l'heure et Portugal-France où les deux équipes sont attendues au tournant. Pour en discuter avec moi, j'ai un peu spoilé, celui que toute la France nous envie, celui qui aime raconter la grande histoire avec de petites histoires. Il pourrait remplacer Franck Ferrand sur le tour, même si je sais qu'il l'aime beaucoup. Ça va, Flo? Il est temps que le service public fasse le ménage et nous dégage France Ferrand parce que c'est quand même impossible d'avoir un zémouriste pour nous expliquer l'histoire. Ouais, c'est un peu mais bon, après, je comprends pourquoi il est là, il est pas si mauvais que ça. Bon, on va pas perdre de temps sur un débat sur Franck Ferrand. On va partir le premier match, le très alléchant Espagne-Allemagne. 18 heures. Allemagne, Espagne. Et pour ce premier match, Flo, tu voulais nous parler d'une spécificité régionale espagnole. Une fois de plus, on va voir les régions au sein de cette sélection. De quoi tu veux nous parler exactement? Mais je vais vous parler de la spécificité des gardiens basques puisque cette Rora 2024 est en fait un melting pot de joueurs de l'ensemble des clubs espagnols, très loin de la génération dorée de 2008 à 2012 durant laquelle la Rora remporta évidemment 2 euros en 2008 et 2012 puis la Coupe du Monde 2010. Une Rora largement dominée à l'époque par l'influence du Barça et de ses maîtres à jouer, Andrés Iniesta, Busquets, Xavi et de son capitaine Carles Puyol, qui partageaient quasi exclusivement le rectangle vert avec leurs rivaux du Real Madrid, Xabi Alonso, Sergio Ramos, ou encore Iker Casillas, gardien de but incontesté de la sélection des années 2000 et 2010. Casillas qui était évidemment le goal indissociable de cette sélection et qui avait une particularité. Ouais, je l'ai dit, celle de ne pas être basque. Bien qu'il y ait un temps vécu dans sa jeunesse, puisque San Iker est né dans la Comunidad de Madrid, où il intégrera dès ses 9 ans la Castilla, le centre de formation du Real, pour y faire quasiment l'intégralité de sa carrière professionnelle, 16 saisons durant, avant de terminer sa vie professionnelle au FC Porto de 2015 à 2020. Ouais, parce qu'en fait, quand on regarde l'histoire des gardiens espagnols, elle est largement dominée par les gardiens basques, c'est ça? Exactement, un héritage très important dans le foot ibérique puisqu'on parle là de plus de 500 gardiens de but à avoir évolué en pro depuis le début du XXe siècle et parmi eux 16 goals différents qui ont remporté le fameux trophée Zamora créé en 1929 et qui récompense chaque saison le meilleur gardien de Liga, 16 goals différents donc pour 21 titres. Un succès en club qu'on retrouve évidemment en sélection puisque près de 60 Basques ont défendu les cages de la sélection espagnole, dont 11 lors des 17 Coupes du Monde disputées par la Rora alors que la région de Basque ne représente que 5% de la population nationale. Mais alors quand les gardiens basques ont commencé à s'installer dans le enfin, quand est-ce qu'ils ont commencé à s'installer dans le paysage du foot espagnol? Bah, surtout à la fondation du plus grand des clubs basques, l'Athletic Club Bilbao, en 1898, qui participe largement à l'essor du foot dans la région et qui notamment met en avant la fiabilité de ses portiers. C'est le cas dès les années 30 de Gregorio Blasco, le premier gardien iconique basque, qui remporta 4 championnats et 2 Copa del Rey avec l'Atleti, ainsi que 3 trophées Zamora. Quelques années plus tard, c'est Carmelo Cedrún, sous-nommé le mur de San Mamés, qui laissera sa trace dans le cœur des socios leones, avec plus de 400 apparitions sous le maillot Rory Blanco de 50 à 64 pour une Liga et 4 Copa del Rey. Et dont le fils, Andoni Cedrún, devra lui s'exiler à Saragosse dans les années 80 et 90 pour trouver un statut d'idole, alors qu'il était barré par la légende José André Iribar au début des années 80, ce dernier qui fut également celui qui avait délogé son père, donc le père Cedrún, presque 20 ans plus tôt. Iribar, qui est l'une des immenses légendes de cette confrérie des gardiens basques, une carrière de 2 décennies passée uniquement à Bilbao, à l'exception de sa première année pro du côté du Club Deportivo Baskonia, depuis devenu la réserve de l'Athletic Club. Un club dont il aura défendu les cages à 614 reprises, inscrivant même 25 buts au passage, et qui lui ouvrira largement les portes de la sélection espagnole à 49 reprises, remportant ainsi l'Euro 1964 à domicile face à l'URSS de l'immense Lev Yashin. Et donc tu as pas arrêté de parler du plus grand club basque, l'Athletic Club Bilbao. Tu vas peut-être te faire des ennemis, du côté de la Real Sociedad. Qu'en est-il, chez eux? Mais la légende à ce poste demeure sans aucun doute Luis Andrel Arconada, souvent comparé à Iribar dans la fin de sa carrière dans une opposition entre les deux clubs basques, qui en faisaient d'ailleurs les deux grandes stars de l'époque à Bilbao et San Sebastián. Car Arconada, c'est 13 saisons avec la Real de 74 à 89, avec à la clé les 2 titres consécutifs de 81 et 82, les 2 seuls de l'histoire du club.
mais aussi et surtout 68 sélections avec l'équipe nationale qui ne peuvent pas uniquement être réduites à sa bourde éponyme en finale de l'Euro 84 sur un coup franc célèbre de Platini, alors qu'il était déjà l'une des références mondiales à ce poste. Ouais, et les gardiens basques, ils n'ont pas uniquement marqué l'histoire des clubs basques. Non, peut-être plus encore que les joueurs de champ, ces derniers ont marqué l'histoire des autres grands clubs espagnols, à commencer par le Real Madrid de Juan Adelarpe Alonso, originaire de Fuenterrabía, non loin de la frontière française, et qui restera comme le dernier rempart des premiers galactiques, ceux de Di Stefano et Copa, avec qui il remportera 5 Coupes d'Europe et 5 Ligas. Avant de céder sa place à José Arastican, né à Azcoitia, qui décrochera à son tour 5 Ligas et une Coupe d'Europe au cœur des années 60. De l'autre côté de Madrid, à l'Atlético, c'est Jesus María Zubiarain, vainqueur de la Liga avec les Colchoneros en 70 et 73, qui restera dans les mémoires. Loin, très loin de Vicente Bienrum, par exemple, qui navigua entre clubs basques pour se faire sa place, de Bilbao à la Real Sociedad en passant par Osasuna, allant même jusqu'en Catalogne, du côté de l'Espagnol Barcelone. Et en dehors du coup des 2 clubs de Madrid, notamment, du côté du Barça? Bon, s'il y a un nom à retenir, c'est évidemment Andoni Zubizarreta, formé à El Aves et après un début de carrière prometteur à l'Athletic Bilbao, qui marquera l'histoire blaugrana durant 8 saisons, de 1986 à 1994, décisif notamment lors du premier sacre en Ligue des Champions du Barça en 92 face à la Sampdoria de Gênes. Zubizarreta qui reste encore aujourd'hui comme le 5e joueur le plus capé de la sélection espagnole avec 126 apparitions, seulement dépassé depuis par Xavi, Iniesta, Casillas et Sergio Ramos. Alors, est-ce qu'on sait pourquoi les gardiens basques sont si forts? Bah, évidemment, il y a un cliché qui est celui de la dureté et de la discipline des bases dans le travail, et aussi un goût des responsabilités primordiales à ce poste et qui est propre à la mentalité indépendantiste basque. Mais aussi par la pratique d'autres sports et notamment la pelote basque qui permet de travailler les réflexes, la lecture du jeu et le déplacement, ou les entraînements sur les plages d'Euskadi dans le sable, permettant aux plus jeunes de peaufiner leur technique de plongeon sans se faire mal, tout en renforçant leur jeu de jambes et leur force dans ces dernières. Mais une différence également physiologique, alors que les Basques sont connus pour des physiques souvent plus grands et costauds que dans le reste de la péninsule ibérique. Une particularité physique qu'on retrouve notamment à l'Athletic Club Bilbao, qui a davantage formé des gardiens de grande taille, habiles dans les airs comme Zubizarreta ou Unai Simon, en mettant l'accent également sur une technique et un profil propre et efficace, sans être forcément spectaculaire, alors qu'historiquement, la Real Sociedad, plus au nord, a surtout formé des gardiens explosifs capables de sortir rapidement, à l'image donc d'Arconada. Et si les allers-retours des gardiens dans les équipes de jeunes ou chez les pros de ces deux clubs comme Alex Remiro permet aussi de diversifier la palette de ces derniers, c'est bien l'Edzama, le centre de formation de l'Athletic Club, qui demeure encore aujourd'hui la référence espagnole à ce poste, alors que la majorité de ces gardiens, y compris dans les catégories de jeunes, évoluent également avec les sélections de la Roja. Et c'est aussi, j'imagine, grâce à la transmission qu'il y a entre les générations? En effet, une passion pour ce poste si particulier qui s'est transmis comme un héritage de génération en génération, et même au sein de mêmes familles comme les Cedroun dont je parlais, ou les Emery, le père et le grand-père d'Unai étant été gardiens pro. Un héritage également bien aidé par les reconversions d'anciens pros comme entraîneur, à l'image d'Imanol Echeverria, 140 matchs au début des années 2000 avec Bilbao, qui a ouvert sa propre école d'entraîneur de gardiens, alors que nombreux membres de cette confrérie se sont eux directement posés sur les bancs, comme Julen Lopetegui, Coldo Alvarez ou Juan Carlos Unzue, l'adjoint de Luis Enrique. Ouais, ça donne on comprend un petit peu mieux pourquoi il y a que des basques et que des non basques à ces postes-là. C'est marrant que tu aies décidé de nous parler des gardiens espagnols, quand ils vont affronter l'Allemagne ce soir avec Manuel Neuer, qui est certainement celui qui a révolutionné le poste dans les buts allemands. Est-ce qu'on va voir les gardiens briller, ce soir à 18h? Je pense qu'on va voir les gardiens briller, mais pour autant qu'on aura, je l'espère, une très très belle confrontation. Et je pense qu'au-delà de ces gardiens qui sont de très bons gardiens, donc Simon et évidemment Neuer, je sais pas, moi en fait, j'en attends beaucoup. Même quand je regarde l'ensemble du déroulé de cette compétition et de ce qui s'est passé et de ce qui peut nous attendre, c'est l'affrontement qui m'excite le plus. Sur le papier, c'est Ah peut-être oui, les bah, de toute deux. façon, c'est pour ça que j'en ai un peu parlé comme la finale avant l'heure. Je pense que c'est les 2 équipes les plus excitantes, les plus consistantes qui vont s'affronter et en plus, c'est des équipes qui ont aujourd'hui alors de mon côté, allez, on va mettre, peut-être Bellingham en Angleterre de côté, mais qui a les individualités qui m'excitent le plus, Ouais. heu, des 2 côtés et tu le sens comment? Tu penses que ça va basculer de quel côté? Écoute, ça serait sur terrain neutre, je donnerais l'Espagne favori, mais je sens que l'Allemagne, à domicile va être quand même, assez sérieuse. Donc, je sais pas, je vois une domination espagnole et je vois l'Allemagne qui n'arrive pas forcément à résister à la domination espagnole, mais pour autant, une Allemagne, beaucoup trop clinique, devant. Et pas oublier que l'Espagne a quand même un effectif très jeune et enfin encore assez jeune en tout cas. Ils ont le temps de voir venir.
Ouais, moi je vais me lancer. Je pense que vu que tu as parlé des gardiens, je pense qu'on va voir les gardiens, dans une séance de pénaux. Je pense que ça va faire un match ouvert qui va finir. Après, c'est ce que je souhaite aussi, hein, ça peut être sympa, une petite prolongation et ça se termine au pénal entre ces 2 équipes. Je te propose qu'on bascule sur le deuxième match, celui de 21h, celui des Bleus, Portugal-France. 21h, France, Portugal. Moi, Jules, cette fois-ci, c'est toi qui nous as préparé une chronique, donc c'est moi qui te lance une chronique, Jules, un peu spéciale aujourd'hui, parce que c'est pas toi qui l'as écrit, espèce d'escroc. Ouais, chronique un peu spéciale et différente aujourd'hui parce qu'on peut pas dire que j'étais hyper inspiré. Je voulais faire un truc un peu tactique à l'approche de la finale, mais entre Roberto Martinez et Didier Deschamps, c'est comme si on voulait faire une chronique sur les grandes voix de la chanson française et parler de Benabar et Renan Luce. Du coup, je me suis rappelé qu'il y a 3 jours, j'avais fait croire à mon petit neveu que je connaissais bien Deschamps et il m'avait donné une lettre pour notre sélectionneur tout puissant. Donc je me suis dit que j'allais vous la lire et que ça vaudrait toutes les analyses tactiques du monde. Ah, Allez, je commence à la lire. Bonjour Didier Deschamps, je m'appelle Gaspard, j'ai 8 ans et je regarde tous les matchs de l'équipe de France des Bleus. Pas complètement con de sa part de préciser, vu qu'on est dans une période en France où la couleur est importante visiblement. Bref, on reprend la lecture. Comme vous êtes ami avec Tonton Mégo, bon ça c'est mon petit surnom affectueux dans la famille, j'espère que vous allez bien lire ma lettre. Même si je pense que vous êtes moins amis depuis que le gros blond dans leurs émissions dit partout que vous êtes un facho. Si je vous écris, c'est que je ne suis pas content. Mais genre vraiment pas content, comme les gens qui votent RN, même si je pense qu'avec les triangulaires en cours dans certaines circos, tout n'est pas perdu. Bon, il est très très mature pour son âge, hein. Depuis que je regarde les Bleus, on peut pas dire que je m'amuse beaucoup. Voire même, comme dirait Enzo, le frère à Thomas, c'est carrément pourri dégueulasse à chier. Je vous déteste pas quand même, pas comme Alexandre du podcast, l'ami de Tonton Mégo, même si lui je l'aime bien, il est gentil, même s'il sent un peu la soupe comme mon papy. Mais même si je ne vous déteste pas, j'aimerais bien vous donner quelques conseils. C'est que je suis pas mal au foot. Tonton arrête pas de dire que j'ai la vitesse de Krikoviak et la technique de Bernard Mendy. Je sais pas qui c'est, mais je pense qu'ils sont forts. Je crois. Déjà, je comprends pas pourquoi tu fais tout quand même Mbappé il veut. On dirait Raoul, le gros de la cour de ma récré, qui décide de toutes les équipes juste parce que ses parents ils sont copains avec le maire. Ça se voit que t'as cassé Griezmann. Il a le même regard triste que tonton quand il ouvre une canette de 8-6 le matin avant de m'emmener à l'école. Bon alors ça, petite précision, c'est pas tous les matins, mais parfois après un dur week-end, faut savoir rebondir. Je reprends. Aussi, je voulais te dire, tactiquement, parce que j'écoute souvent les podcasts de tonton et je touche un peu ma bille, je comprends ce que tu essayes de faire en déséquilibrant ton bloc, en renforçant avec un 8 le côté de Théo Hernandez pour qu'il puisse monter avec un central en latéral droit pour équilibrer derrière. Sauf que Théo, il monte et il est bon quand il monte que quand il a un ailier qui bouffe la ligne, qui peut dédoubler et prendre les espaces, pas quand il est tout seul devant 3 autres joueurs. En plus, là où on est le plus dangereux depuis le début, c'est à droite. Si j'étais Madame Michon, ma maîtresse, je prendrais mon stylo rouge et j'écrirais en gros se repose sur ses acquis, feignant, enfant de salope. Bon, elle a quelques oh, problèmes avec les canettes le matin aussi. Après, comme pas mal de copains dans la cour, on comprend toujours pas pourquoi Colomboigny il rentre tout le temps. On dirait un peu comme Magali dans ma classe qui a des problèmes moteurs. Et même que des fois, elle veut bouger le bras et c'est sa jambe qui bouge. Sauf que elle a une AESH. Est-ce qu'on pourrait pas en faire rentrer un avec Colomboigny? Comme ça, en plus, on serait 12 sur le terrain. Moi, j'avais 2 ans en 2018, donc je m'en rappelle pas. En 2021, c'était nul et en 2022, il y a juste eu la finale où Mbappé, il s'est énervé, comme quand Raoul, il perd et qu'il dit que si on le laisse pas marquer, il part avec la balle. Mais sans ça, c'était quand même un peu nul toute la compète. Et là, c'est pareil et en plus, on marque même plus de buts, même si avant on n'en marquait pas beaucoup. Je comprends que toi, tout ce que tu veux, c'est gagner quitte à être moche parce que, par exemple, tonton, il est moche et il perd, donc quitte à être moche, autant gagner. Mais tu fais quoi des émotions pour tous les enfants comme moi qui voudraient bien t'écrire une lettre? Nous, on regarde pas que le foot pour les trophées à la fin et on s'en fiche complet de votre palmarès à la fin aussi. Nous, on regarde ça pour vibrer et je suis sûr les adultes, c'est pareil. Ils veulent juste être des enfants encore. On veut voir des risques et des buts. On veut trembler et pleurer, même crier parce qu'on a le droit pendant les matchs. On veut en parler avec les copains le lendemain à la récré et refaire les actions, même s'il y a que Magali qui arrive à refaire les actions de Colomboigny. On veut avoir des souvenirs de dingue pour toute la vie. On veut raconter les matchs aux plus petits comme tonton y fait, même s'ils sont un peu trop forts l'alcool et qu'il est midi. On veut être fier. On va voir les fourmis qui vont dans les jambes et dans la poitrine aussi avant le match. Et même se mettre tout nu sur les champs comme tonton il a fait en 2018. Nous, on veut tout ça. Et je crois bien que le football, c'est tout ça. C'est surtout des émotions et pas que des scores froids comme les quenelles à la cantoche le mardi. J'espère qu'en respect de l'amitié que tu as pour mon tonton, tu liras cette lettre Didier Monsieur Deschamps. PS, on continuera à supporter quoi qu'il arrive, mais c'est quand même pas une raison. PSS, appel à voter NFP bâtard. Bon voilà, j'ai peut-être rajouté 2-3 choses par-ci par-là, mais voilà la lettre de mon petit neveu qui, je pense, résume bien la pensée de beaucoup d'enfants de ce pays et de grands enfants de notre âge. On s'emmerde, on attend ces compétitions tous les 2 ans et c'est pas pour s'emmerder comme ça. Donc fais-nous vibrer Dédé et comme disait le poète Émile Louis, ou c'est peut-être toi Flo, je sais plus, si tu le fais pas pour toi, fais-le pour les enfants de ce pays.
C'était moi. Ouais, ça, c'était toi. Non, mais j'hésite tout le temps entre les 2. Mais oui, oui, mais oui. Dis donc, il est mature ton petit neveu quand même, hein? Oui, bah, il est un peu différent, tu sais? Oui, bah, oui, oui. C'est la famille qui veut Mais ça, il a hein. quel il a quelques idées bien placées, sur certains sur certains sujets. Bon allez, on Merci. va arrêter, vous Merci beaucoup, emmerder. Ju Flo, qu'est-ce que tu penses toi de ce match? Parce qu'en vrai, j'ai voulu préparer des trucs, j'aurais pu faire des trucs historiques et cetera. Je me suis dit qu'autant en rire un peu parce que je trouve ça un peu triste que Roberto Martinez, Didier Deschamps et on va élargir le scope avec Gareth Southgate, fassent ça avec les effectifs qu'ils ont. ouais, ouais, ouais à la fin des huitièmes de finale, enfin à la fin avant les huitièmes de finale, pardon, j'étais, assez content de me dire qu'enfin l'équipe de France en quart de finale allait croiser une équipe qui pourrait jouer, en l'occurrence le Portugal. Et on a vu un match infâme du Portugal face à la Slovénie et je me dis que la France a en plus cette chance de jouer contre d'autres équipes d'asthmatiques, et en fait, c'est terrible donc bah, si on enfin je trouve le Portugal, au-dessus techniquement, au-dessus, tactiquement, même s'ils ont pas montré, ils ont montré des niveaux très disparates sur l'ensemble de cette compétition sur ces plans-là. On a quand même aussi, une grosse incertitude. Enfin, c'est pas une incertitude, hein, puisqu'on voit le 11 qui est établi, mais une profusion de talent qui est presque embêtante pour le Portugal, notamment devant. Pour autant, qu'est-ce que je vois sur ce match-là? Bah, je vois l'équipe de France passer. Je vois l'équipe de France passer salement avec un but sur coup de pied arrêté ou un nouveau penalty, enfin oui, un coup de pied arrêté du coup. Et en fait, j'arrive pas à voir l'équipe de France encaisser un but de ce Portugal. Ouais, après c'est dur, hein, je trouve qu'il est très imprévisible ce match, hein, et pas oublier non plus et ça me fait chier parce que je l'ai pas toujours porté dans mon cœur, mais que Rabiot sera suspendu si je dis pas de conneries, donc déjà, ça va peut-être remodeler un peu le système de Deschamps et on aura moins de sérénité au milieu. Surtout si c'est Moi, je pour vois le avoir Portugal. Camavinga, j'imagine que ça te plaît pas toi au milieu? Ah bah si, moi j'attends que ça, mais je l'aurais pas forcément mis comme ça à cet endroit-là. Enfin bref, on verra ce que ça donne, mais c'est sûr qu'un peu de créativité au milieu ne fera pas de mal à ces bleus-là. Après, j'ai l'impression que le Portugal attendait un peu ces matchs-là pour se réveiller parce que on les a vus en poule être capables de Ouais, jouer. La France, on les a toujours pas vus être capables de jouer. C'est plus ça qui m'inquiète. C'est-à-dire que s'ils attendent ça pour se réveiller, j'ai peur que potentiellement, tu vois, genre, il y a un scénario qui existe où on sort en quart sans rien avoir montré et c'est merci, au revoir et on n'aura rien vu de cet Euro. Ça existe aussi et il y a aussi l'autre scénario où ça va continuer à la Deschamps et on va passer, comme des gros salopards, quoi. ouais. Donc donc wait and see. Moi, j'avoue que j'espère, hein, me que qu'on passe, hein, même sale, contrairement à mon petit neveu, je m'en fous. Mais je pense que ça va être très compliqué contre cette équipe du Portugal qui est capable de se transcender, dans ce genre de match comme nous. Donc, j'ai envie de dire presque un 50-50 sur ce match-là. Pour terminer cette petite quotidienne, on est allé interviewer Gilles Jouan, que vous connaissez sûrement et qui est déjà intervenu chez nous. Il va nous parler, lui, de ses quarts plus en général et un peu de ce qu'il en attend. Gilles, tu es de nouveau avec nous aujourd'hui pour une nouvelle chronique à l'approche de ces quarts de finale. Et justement, tu voulais qu'on fasse un vœu. Absolument, parce que les matchs sont solennels et j'y ai réfléchi. Je me suis dit de quoi je vais pouvoir parler, et puis je me suis dit que j'allais parler de ce que je ressentais tout simplement. Et ce que je ressens, c'est un vœu auquel je vais venir. J'ai pris comme point de départ la formule incontournable du fair play, hein, que le meilleur gagne, hein, l'impératif moral a priori de tous les sports et ce qu'on souhaite pour ce soir. Et puis je me suis dit que non, en fait, tous les sports n'étaient pas concernés par l'idée que le meilleur gagne. Il y a un sport irréductible qui résiste encore et toujours à cet envahisseur symbolique, hein, qui voudrait faire de la supériorité démontrée la loi implacable et légitime de la hiérarchie sportive. Non, il y a un sport qui existe, qui est par excellence celui dans lequel ce n'est pas nécessairement le meilleur qui gagne. C'est le hockey sur gazon, j'imagine. Et non, c'est le foot, hein. Ça aurait pu être le hockey sur gazon que j'ai pratiqué au Ah, très collège. bien, ok. Pas On de très embrasse, bon. on embrasse ta prof de sport d'il y a une quinzaine d'années, du coup. Oh, plus de 15 ans, plus de 15 ans. Bien plus de 15 ans, c'était au XXe siècle, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails. Euh, c'est au foot. C'est au foot que le meilleur va même régulièrement perdre. Pas parce qu'il s'est blessé en cours de jeu, hein, comme ça arrive parfois, je sais pas, au tennis. Hein. D'ailleurs, au tennis, je crois que c'est la seule condition pour créer des surprises, hein, dans cet étrange sport très hiérarchisé. Je me demande même s'il y a des paris sportifs au tennis, tellement les logiques s'imposent. Pas seulement non plus parce que le meilleur n'est parfois, comme on dit, pas dans un bon jour. Non, non, au foot, le meilleur peut perdre, alors même qu'il a démontré sur le terrain qu'il était le meilleur. Parce qu'il lui faut encore marquer. Et la structure même du foot, l'équilibrage de son game design,
laisse une chance importante aux plus faibles. Alors on va se demander pourquoi et on va voir en quoi ça concerne les matchs de ce soir. Alors pour le ballon, une surface à franchir de 17,86 mètres carrés, autrement dit la ligne blanche d'une cage de 7,32 par 2,44, eh ben c'est pas si grand. C'est même proportionnellement tout petit sur un immense terrain. Imaginez qu'au rugby, donc sur les mêmes pelouses, les mêmes terrains, les joueurs, ils ont et une sorte de cage sans filet avec la barre transversale en bas et toute la largeur du terrain pour marquer. Alors bon, ils sont 15 pour protéger tout ça, mais est-ce qu'on a déjà vu un 0-0 dans l'histoire du rugby? Non. 0-0, c'est au foot, parce qu'une si petite cage de foot sur un si large périmètre de terrain, eh ben, ça peut structurellement, logistiquement, stratégiquement être protégé par 11 joueurs inférieurs, mais vaillants, par une tactique rigoureuse, par le coup de pouce du hasard. En fait, le but, ça ne se marque pas aussi facilement qu'un panier à 2 ou 3 points. La victoire ne se conquiert pas simplement en déployant son jeu de meilleure équipe. Et c'est justement pour ça que les petits poussés peuvent régulièrement rivaliser avec les grosses équipes. Absolument pour ça, et puis pour autre chose, le plus petit a toutes ses chances au foot parce qu'il choisit généralement de défendre. Et que les armes et les objectifs de l'attaque et de la défense, eh bien, au foot, ne sont pas symétriques. Là, je vais m'appuyer pour poursuivre cette analyse sur le plus grand philosophe de la guerre, l'allemand Clausewitz, et qui va nous aider à comprendre qu'au foot comme à la guerre, l'attaquant et le défenseur ne sont pas comme en miroir l'un en face de l'autre. En fait, un match de foot, ça n'est pas une partie d'échecs, où chacun doit faire la même chose que l'autre. L'envahisseur à la guerre ou l'attaquant au football, ils doivent faire le gain de quelque chose. Ils doivent agréger du territoire, le traverser, franchir des premiers et des seconds rideaux, ils doivent dribbler, dépasser, franchir la ligne de but, etc. En bref, celui qui attaque doit acquérir. Et l'adversaire, en revanche, le défenseur, le footballeur slovène ou le militaire ukrainien, si on veut filer l'analogie, en situation de conflit, lui, il ne doit pas du tout faire le gain de quelque chose. Il n'a pas tant à faire, il doit seulement conserver. Et conserver, c'est moins qu'acquérir, justement. Exactement. Il n'est pas nécessaire de prendre la balle pour ne pas être dribblé. En fait, si le combat était symétrique, le meilleur dribbleur, eh bien, il dribblerait tout le temps le moins bon dribbleur. Et c'est évidemment pas ce qui se passe. En fait, pour la défense, il n'est pas du tout nécessaire de prendre le ballon individuellement ou collectivement. Il suffit de ne pas être passé. Comme il peut suffire de juste dévier une frappe, certainement pas de l'amortir ou de la récupérer. Donc en fait, pour l'équipe qui défend, c'est même pas nécessaire de marquer pour gagner. On peut tenir jusqu'au tir au but. Et en poule, le match nul lui-même est un gain. Il rapporte un point et on rappelle que la Slovénie s'était qualifiée en 8e sans gagner. Il n'est même pas nécessaire d'être à 11 pour tenir, tellement la défense a cette supériorité sur l'attaque. Va tenir un score au hand ou au hockey, notamment sur gazon, si tu as perdu un joueur. En fait, au foot, pour résumer, ce que Clausewitz appelle la supériorité de la défense sur l'attaque fait qu'il n'est pas nécessaire d'être meilleur pour sortir vainqueur du combat. C'est même, si on écoute Clausewitz, pire encore pour l'attaquant. Car pour conquérir, c'est-à-dire pour marquer, eh ben, il doit faire quoi l'attaquant? Il doit se découvrir. Absolument. C'est l'attaquant, c'est l'équipe supérieure qui se met en position de fragilité. En fait, d'ailleurs, c'est ce que refuse Deschamps. L'analyse que je fais du jeu de Deschamps, c'est que lui, il veut attaquer sans prendre le risque de se découvrir. Donc, moralité, il n'attaque pas. Ou plutôt, il attaque, mais pas vraiment. Parce que l'attaque franche, elle se découvrirait nécessairement. L'attaque franche prend des contres. Deschamps ne veut pas prendre des contres. Tandis que le défenseur, l'adversaire inférieur, il peut même, c'est ça qui est génial dans le foot, n'avoir aucune arme offensive et gagner. Un bouclier, c'est une arme de défense, mais on peut cogner avec un bouclier, pour filer l'analogie. Un défenseur central, il peut placer une tête sur un pauvre coup franc excentré. Un centre hasardeux sur un contre mené à 3 peut aboutir à un CSC. Tel Captain America, les Géorgiens ouvrant le score face à l'Espagne ont presque comme Cesco en fin de match contre le Portugal, c'est-à-dire en étant l'équipe qui défend, ils ont presque su être suffisamment tranchants pour profiter de la moindre erreur, du moindre relâchement, du moindre espace ouvert par l'attaque. Justement, c'est ça qui est hyper satisfaisant quand tu supportes le petit poussé et qui gagne. Eh bien, absolument. Ouais, ça, c'est le plaisir supérieur du supporter, dont l'une des formes caractéristiques, c'est le plaisir coquin, presque pervers, d'avoir, comme on dit, gagné contre le cours du jeu. Le foot, c'est justement le sport où il y a cette étrange chose qui est le cours du jeu. Je ne sais pas s'il y a d'autres sports où on emploie l'expression le cours du jeu, mais le football, en tout cas, c'est celui où cette question se pose, et du coup, c'est celui où va se poser plus subtilement qu'ailleurs, plus tragiquement qu'ailleurs, la question du mérite. Le mérite ne revient pas, par définition, au meilleur. En fait, au foot, on pourrait même avoir tendance à penser
que le meilleur n'a finalement aucun mérite. On ne penserait pas ça au tennis. Le meilleur tennisman, il a tous les mérites. Il est meilleur sûrement parce qu'il s'entraîne davantage ou parce qu'il a plus de talent et qu'il ne l'a pas laissé dormir, etc. Mais au foot en plus, le niveau étant de plus en plus corrélé au budget, la notion de meilleur se discute et celle de mérite, elle se perd dans les abîmes. Mérite, meilleur sont des notions qu'on retrouve à l'euro. Parce que là, tout à coup, là, le mérite revient à la formation, au fait d'être oui ou non un pays de football, au fait d'avoir bien préparé à la compétition. Il y a moins la notion de budget. Il y a cette question d'une forme d'égalité des chances qui a un charme qu'on souligne, à mon avis, trop peu dans ces grandes compétitions. J'ai peur que tu bascules sur la Super League bientôt. Non, non, c'est Je pas le rigole, sujet. je rigole. Comment sait-on qui mérite le plus, justement? Est-ce que c'est la physionomie du match qui l'indique, par exemple? Eh bien, écoute, si seulement, hein. Mais en fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas fixer les critères du plus méritant. On peut juste émettre l'hypothèse que c'est une question non pas strictement sportive, mais esthétique et morale. Est-ce que le mérite revient à l'équipe qui n'a cessé d'attaquer, cherchant à faire le break, à marquer, confortant une éthique sportive qui donne la prime à l'initiative? Ou est-ce que le mérite revient à l'équipe qui, au contraire, a verrouillé, qui a tenu bon, alors soit par goût pour le catenaccio, soit par nécessité, mais en tout cas qui a fini par placer un contre? Les supporters des uns et des autres, ils l'entendront évidemment chacun de leur oreille. Mais si vous avez regardé Portugal-Slovénie avec neutralité, comme j'ai essayé de le faire, vous avez vu comment le mérite est même un truc qui se renverse. Le Portugal dominé et attaqué est donc, à nos yeux, mérité. Et puis, à force de tenir, à force de faire des arrêts, des beaux tacles, etc., c'est la Slovénie qui s'est mise soudain à mériter de gagner. Et le Portugal qui s'est mis soudain à mériter d'être puni pour son manque de réalisme. D'autant que c'est tellement pas la physionomie du match qu'en fait, l'avis qui se veut objectif, il dépendra souvent de l'analyse de ce qu'on appelle les armes, hein, l'étude des équipes sur le papier, le potentiel. Hein, et du coup, les coups francs poseurs de Ronaldo ont fini par donner l'impression que c'est la Slovénie qui méritait d'en marquer un plus modestement. Et on ne reproche pas à la France, à l'Angleterre ou feu la Belgique leur jeu. On leur reproche leur jeu étant donné leurs armes, étant donné le mérite qui devrait être le leur. En fait, les hallucinants parcours des Bleus quand même ces dernières années, elles devraient forcer l'admiration et pourtant, elles ne font pas l'unanimité car la victoire elle-même, le titre lui-même, peut paraître sans mérite. C'est quand même fou. Supporters et passionnés peuvent avoir la sensation de mériter non pas des titres, non pas des victoires, mais du beau jeu, ou à minima de nobles intentions de jeu, c'est-à-dire offensives, ou avec intensité, surtout quand on en a les armes. En fait, c'est comme s'il n'y avait plus aucun mérite à gagner quand on trouve ça moche. Apparemment, le mérite de gagner n'intéresse pas forcément. Écoute, c'est une chronique qui va extrêmement plaire à mon collègue Alexandre, qui est Eh un ben, ça me fait plaisir. anti-Deschamps Alors, sur c'est le pas jeu. mon cas, mais j'essaie de Voilà, comprendre mais de pourquoi il force critiquer pas au moins l'admiration. la critique est tout à fait exacte. Bon, ce soir quand même, Allemagne, Espagne, France, Portugal, est-ce qu'ils ont mérité d'être en quart, ces équipes-là? Alors oui, sans doute. Je ne dis pas que l'Allemagne a volé sa place, mais quand même, j'avoue que j'aurais bien aimé que le Danemark mette son but refusé pour son centimètre hors jeu. Quand même cette douille télévisuelle magistrale qui consiste à ne plus jamais montrer que la fameuse ligne du dernier défenseur, hein, pour vérifier le hors-jeu avec la VAR. Par contre, on ne nous montre plus jamais, et moi je l'aimais bien cette image, plus jamais l'image du fameux moment, hein, le moment incroyable où le ballon a soi-disant quitté le pied du défenseur. C'est quand même ça le hors-jeu. Non, non, on regarde plus que la ligne, on voit pas trop où ils ont mis pause, à quel moment il y avait le ballon par rapport au pied, parce qu'une caméra, de toute façon, est-ce qu'elle peut voir un tel moment, hein, Zénon Délé en douterait. Et j'en doute aussi, car je constate qu'à la vitesse où vont les joueurs, mettre pause sur le ballon qui quitte le pied 1/24e de seconde avant ou après, soit une toute petite image télé avant ou après, ce sont des paquets de centimètres en plus ou en moins sur la ligne imaginaire du hors-jeu. Et donc, je ne sais pas s'il était hors-jeu, ce joueur du Danemark. Ce que je sais, c'est que le foot, c'est un sport où la justice et le mérite posent déjà tellement de problèmes que l'arbitrage, au départ, il s'est forcé modestement de limiter la casse en sanctionnant la violence, le mauvais esprit. Le hors-jeu, il existe pour contrecarrer les carottes, en gros. Et puis, seule la main volontaire était sanctionnée à l'origine parce que on n'allait pas non plus reprocher à quelqu'un de s'être fait tirer dans la main. C'est trop injuste comme reproche. C'est trop incroyable d'avoir démérité parce qu'on nous a tiré sur la main. Et ça qualifie évidemment en quart un pays à domicile. Voilà, je sens que tu avais une ex-petite copine allemande encore aussi. Non, c'est pas ça, et je vire pas non plus complotiste, mais en fait, je signale juste que la VAR, elle a renversé la logique de l'arbitrage, et donc la logique du mérite.
Ils n'ont pas démérité les Danois. Avant, je veux dire, l'arbitrage suivait, il servait à peu près à l'esprit du jeu. Il sanctionnait simplement les mauvaises conduites. Avec la VAR, c'est ça mon argument central, c'est que la nature du jeu, le temps même du match, les corps des joueurs eux-mêmes, ils doivent se plier au rigorisme paternaliste de la vidéo. Ouais, rigorisme paternaliste, carrément. Ah, absolument, absolument. Avant, il fallait pas faire de main volontaire. Bon, ok, on comprend. Alors avec la VAR, il ne faut plus faire de main du tout. C'est ça que j'ai compris en huitième. Mm. Les défenseurs, en fait, ils évoluent chez Kafka. Rendez-vous compte, Andersen, il a appris qu'il était coupable qu'on lui tire sur la main. Avec la VAR, il faut vouloir ne pas faire main. C'est-à-dire qu'on est présumé coupable si on ne sait pas, mis au garde à vous devant la VAR, c'est-à-dire les mains dans le dos pour défendre. La VAR veut la discipline contre nature des corps. Il ne faut plus le moindre contact dans la surface parce que c'est sûr, l'attaquant va tomber et c'est sûr, il aura son péno. Et pourquoi c'est sûr qu'il aura son péno? Parce qu'un contact, comme un ballon à peine dévié du bout d'un doigt danois sur lequel le centreur a tiré, eh ben, ça se voit à l'image. Et la pression, elle est trop forte sur les lâches diffuseurs et sur les arbitres fragilisés qui ne veulent plus remettre en question ce qui se voit, ce qui s'est vu et qui a été enregistré par l'image. Or, un joueur qui en rajoute après un contact ou une main involontaire, ça se voit pas, ça se sent. Et l'arbitre, il servait à ça, à sentir. Il devait sentir et interpréter ce qui, oui ou non, mérite qu'on siffle. Et donc toi, tu constates que la VAR, aujourd'hui, se trompe davantage que l'arbitre? Je ne sais pas si elle se trompe plus ou moins, mais je sais qu'on peut toujours pardonner à un arbitre. C'est qu'un pauvre humain, comme nous autres, tandis que la VAR, elle se prend tellement pour une autorité objective et neutre, elle est tellement le fruit d'une opération coordonnée, elle a été mise en place avec tellement d'arrogance et de certitude que ces erreurs, ces applications contre le noble esprit du jeu sont des scandales éprouvants et on est tous fatigués. Alors voilà, pour l'écart, moi ce que je veux faire, c'est un vœu. Oui, c'est pour ça que tu fais pas des pronostics, tu fais plutôt des vœux, toi. Absolument. Un vœu qui ne concerne pas les résultats, un vœu qui concerne le football dans ce qu'il a de plus émouvant. Espagne-Allemagne et surtout France-Portugal, je ne sais pas si les meilleurs vont l'emporter. À ce niveau-là, il n'y a plus de meilleurs. Mais en fait, j'aimerais juste ce soir, pour la beauté du sport et de cet euro qui nous réservera sans doute ses plus beaux matchs lors de ces quarts, j'aimerais juste, tout simplement, que les plus méritants gagnent. Et ce n'est pas une bonne nouvelle pour Didier Deschamps. Non, je rigole évidemment. Merci beaucoup Gilles pour Je t'en cette prie, merci à toi. nouvelle chronique très complète sur les questions de mérite et de la VAR qui viennent compléter celle qu'on a fait un petit peu dernièrement, notamment avec Loïc Besnier, que je vous invite aussi à aller réécouter Absolument. sur la question de la VAR. Merci Gilles et à très bientôt. Bon Flo, on va pas revenir sur la petite chronique de Gilles. Je vais te demander un petit peu la même chose. Qu'est-ce que tu en attends toi de ces quarts de manière générale? On a un peu parlé d'Espagne-Allemagne, un petit peu de France-Portugal. Il y en a 2 autres demain. Qu'est-ce que toi tu en attends de tout ça, que la compétition s'active un peu? Bah, évidemment, il y a un côté supporter, même si je suis pas le plus grand fan de l'histoire de l'équipe de France, mais je reste un supporter de l'équipe de France. Donc évidemment, ce qu'on attend en premier, on va pas se mentir, c'est une qualification de l'équipe de France. Non, moi, ce que j'attends, c'est de prendre un peu de plaisir en regardant ces matchs parce que on a eu quelques confrontations en poule qui ont été plutôt sexy et qui ont été le fait d'équipes surprenantes qu'on n'attendait pas. Et quand je dis qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, c'était pas juste le plaisir de les voir et l'excitation qu'elles pouvaient avoir sur le terrain. On a vu une équipe de Géorgie très séduisante en termes de jeu, par exemple. On a vu une équipe de Turquie qu'on reverra demain face aux Pays-Bas, très séduisante. Une équipe suisse qu'on a annoncée en fin de cycle et qui est pourtant peut-être plus forte que jamais. Mais j'attends enfin de profiter de ces matchs-là parce que je trouve qu'on a quand même un Euro globalement, mis à part les cas particuliers dont j'ai fait référence, qui est assez pauvre, qui est assez triste en termes de match. Et notamment, dès qu'une équipe un peu surprenante affronte une des grosses sélections favorites, et on se retrouve face à des matchs très chiants. Donc j'espère que demain, la Suisse face à l'Angleterre, que la Turquie face aux Pays-Bas, et encore les Pays-Bas ne sont pas forcément les pires qui soient, puisqu'ils ont été plutôt sympas à suivre, pourront mettre un peu de jeu. Et demain, et aujourd'hui, évidemment, on a 2 confrontations qui sont des top confrontations mondiales, qui sont des demi-finales ou voire des finales avant l'heure. On attend juste le niveau de confrontation à ce niveau-là. On en a parlé beaucoup de fois. Moi, je trouve que l'écart de niveau tactique, technique et même physique maintenant est de plus en plus important entre les grandes compétitions de clubs et la Ligue des Champions et l'Euro. Et moi, je trouve que ça commence à devenir pénible pour suivre des grandes compétitions.
Bah, c'est clair et net que tu prends un Real City, tu retrouveras jamais ça en compétition internationale, mais on peut s'attendre à ce qu'au moins les cadors respectent leur rang et en effet, moi je suis d'accord, c'est peut-être que le plus excitant, c'est de voir ce que vont donner la Suisse par rapport à l'Angleterre et la Turquie par rapport aux Pays-Bas, voir s'ils vont réussir à confirmer leur statut d'outsider et de surprise. C'est peut-être ce qui est le plus excitant parce que c'est vrai que j'ai quand même assez peur qu'aujourd'hui on assiste à 2 confrontations assez fermées, que c'est peut-être pas aujourd'hui qu'on va prendre le plus de plaisir. Mais en tout cas, je pense que pour l'instant, quoi qu'il arrive, cet Euro ne restera pas une édition marquante. A priori, je pense que le fils de Flo, dans 50 ans, ne vous fera pas une chronique sur le fameux Euro 2024. Ah, Hem, pas sûr. Pas sûr du tout. Par contre, il fera peut-être En une tout cas, chronique sur merci à le tous. Il fera peut-être une chronique sur l'investissement de joueurs brésiliens qui viennent dans les manifestations du Front Oui. populaire qui ont lutté contre l'extrême droite. Donc évidemment, dimanche, votez Front populaire. Évidemment, ne votez pas extrême droite, ne votez pas Rassemblement national et surtout suivez la voie tracée par Rail. Oui, si vous votez pas Front populaire pour vous, votez Front populaire pour Rail. Outre la politique, merci à tous de continuer à nous suivre tout au long de la compétition et venez nous voir à la Cité Fertile, ça nous ferait plaisir de vous voir en vrai et de mettre un visage sur des écoutes. Vous pouvez aussi nous soutenir d'ailleurs en partageant tout ça sur les réseaux sociaux, ça nous aide toujours beaucoup. Ou même si vous le pouvez, nous faire un petit don sur Hello Asso, ça permet de faire vivre ce média. D'ici là, à très vite et allez les Bleus.